Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Sarah Chaput. Je suis la coordonnatrice de la région des Amériques du REFIPS, le Réseau francophone international pour la promotion de la santé. Et il me fait plaisir d'être la modératrice de ce webinaire qui s'annonce vraiment passionnant sur la promotion de la santé en contexte de pandémie et le rôle du sentiment de cohérence. C'est un webinaire qui est organisé par l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé dans le cadre de son 70e anniversaire. On peut changer de diapo, merci. Donc, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le REFIPS, on est un réseau linguistique qui est associé à l'UIPES et notre mission est de faire reconnaître et renforcer la promotion de la santé dans l'espace francophone. Et pour ce faire, le REFIPS anime un réseau de partage de connaissances, d'expériences et d'outils en promotion de la santé. Prochaine diapo. Donc, le REFIPS et l'UIPES collaborent étroitement sur plusieurs dossiers. Et d'ailleurs, dans la dernière année, nos deux organisations ont publié une prise de position conjointe sur la promotion de la santé en temps de crise. Et un peu plus tard, on a endossé une publication fort pertinente sur le rôle clé du sentiment de cohérence en contexte de pandémie. Et c'est ces collaborations, en fait, qui nous ont menés à la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce sont les deux principaux auteurs de la publication sur le sentiment de cohérence qui sont nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, on a d'abord Mélissa Généreux qui porte plusieurs chapeaux, en fait. Elle est médecin spécialiste en santé publique, professeure à l'Université de Sherbrooke, coordonnatrice du programme santé à Ouranos, qui est un consortium en adaptation au changement climatique. Elle a œuvré comme directrice de santé publique pendant 6 ans en Estrie, qui est une région du Québec. Elle a également développé dans les dernières années une expertise en lien avec la réduction des risques de catastrophe par sa forte implication pendant et après la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013 et également par son soutien dans d'autres événements similaires. Et elle dirige actuellement plusieurs travaux de recherche, entre autres sur la réponse psychologique et comportementale à la pandémie de COVID-19. Elle fait également partie du conseil d'administration du REFIPS Amérique. Et on aura également Mathieu Roy, qui est conseiller scientifique à la qualité à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est aussi professeur associé à l'Université de Sherbrooke et ses recherches des dernières années ont surtout été réalisées en contexte d'urgence sanitaire et visaient le rétablissement social des communautés, psychosociales, pardon. Il est très impliqué au sein de l'UPES et également au sein du REFIPS. Prochaine diapo. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la présentation, je vais d'abord vous décrire brièvement le rôle de la promotion de la santé en contexte de pandémie, pour ensuite passer la parole à nos deux intervenants qui vont vous présenter certains travaux de recherche récents sur le sentiment de cohérence et qui vont vous illustrer comment ces travaux de recherche ont soutenu l'action de façon très concrète. Prochaine diapo. Encore. Donc, voilà, en fait, la pandémie actuelle a montré que la santé a mis en lumière, en fait, le fait que la santé, c'est l'affaire de tous les secteurs de la société et a également mis en lumière l'impact des inégalités sociales sur la santé auprès de plus d'acteurs, en fait. Et en fait, c'est une occasion pour la promotion de la santé de se faire valoir parce que la COVID-19, bien que ce soit un événement perturbateur majeur, ce n'est pas le premier et non ni le dernier. Et dans un contexte notamment de changement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres événements perturbateurs sur le plan de la santé. Donc, dans ce contexte, on a tout avantage à bâtir des sociétés résilientes et équitables sur le plan de la santé et du bien-être des populations. Et voilà, par ces approches intégrées et intersectorielles, la promotion de la santé a vraiment le potentiel de proposer des solutions concrètes à des problématiques et des enjeux complexes, notamment en lien avec la santé mentale. Alors, sans plus tarder, je vous passe la parole à nos deux intervenants et on se retrouve tout à l'heure lors de la période de questions et pendant toute la présentation, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la boîte de clavardage et également sur le YouTube Live. On va également prendre les questions sur YouTube. Alors voilà, à toi, Mélissa.
Bien, merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de la recherche qu'on a fait en lien avec le sentiment de cohérence ici même au Québec, ainsi que dans d'autres pays dans le monde. Vous allez tout voir ça dans les prochaines minutes. Je passerai la parole ensuite à mon collègue Mathieu Roy, qui va reprendre un autre volet de la recherche qui a été aussi réalisé toujours en lien avec le sentiment de cohérence. Et je reprendrai le dernier bout là, de la présentation pour vous parler de comment cette recherche-là a vraiment donné lieu à toutes sortes d'actions plus intéressantes les unes que les autres et en lien avec la promotion de la santé en contexte de pandémie. Donc, je commencerai vraiment direct, droit au but, avec cette figure-là que je trouve très, très, très parlante, qui nous illustre, et ça, c'était vrai avant la pandémie, c'est déjà le genre de courbe qu'on examinait et qui est d'autant plus vrai avec la pandémie qu'on connaît tous. Donc, une courbe qui illustre les réactions émotionnelles auxquelles on peut s'attendre à l'échelle d'une population pendant, mais aussi suivant une crise. Et peu importe qu'on soit à la suite d'une tragédie ferroviaire, d'une inondation, d'un événement météo extrême ou encore de la pandémie, on voit toujours à peu près le même type de trajectoire là, en moyenne dans la population, à savoir que ce n'est pas nécessairement dans les premières semaines qui vont suivre une catastrophe ou une crise qu'on va voir les réactions les plus adverses. Parce qu'au contraire, et si on fait le lien avec la pandémie, on voit un peu une période de lune de miel ou même héroïque, une phase où on voit des arcs-en-ciel dans les fenêtres. Je sais qu'au Québec, c'était très populaire et je crois que c'était le cas ailleurs dans le monde aussi. Des mouvements hashtag ça va bien aller, it's all gonna be good ou quelque chose comme ça en anglais. Donc, à ce moment-là, on était dans une apogée de cohésion sociale. Les gens ont mobilisé leurs ressources psychologiques, tout ce qu'on pouvait encore mobiliser. Mais à un moment donné, tout ça, ça s'effrite. Il y a une fatigue psychologique, il y a même une fatigue physiologique qui s'installe et malheureusement une fatigue au niveau social, si bien qu'on a commencé à avoir peut-être plus au courant de l'été, donc entre la vague 1 et la vague 2, une certaine dissension sur les réseaux sociaux, entre autres, un petit peu la bienveillance qui était peut-être un peu moins au rendez-vous et on voit qu'on est toujours un peu là, dans cette phase-là de fatigue collective. Et ce qui est important dans la figure, c'est aussi de reconnaître le fait que la reconstruction peut être espérée, là, évidemment, dans les prochains mois et au cours des, je dirais même prochaines années. Donc, c'est un processus qui s'échelonne sur plusieurs mois, années, et c'est un processus qui est lent et qui n'est pas toujours linéaire. Donc, on doit être prêt, on doit penser dès maintenant au rétablissement qui va venir nous marquer pour les prochaines années. Fort heureusement, on sait aussi que c'est pas tout le monde qui va être atteint avec la même intensité au niveau des répercussions plus psychologiques ou psychosociales. Donc, on sait que la grande majorité des gens, là, la base de la pyramide, vont avoir une forme de détresse relativement normale, relativement mineure, donc peut-être pas rien du tout ou des petites émotions négatives qui vont être de courte durée, sans que ça escalade pas plus. Ensuite, on va avoir un 15-20 à peu près là, de la population chez qui on peut penser qu'il va avoir une forme d'anxiété un petit peu plus importante, des symptômes dépressifs, de l'insomnie qui persiste. Donc, des gens qui pourraient ou pas là, aller consulter, demander du soutien. Et c'est vraiment plus une minorité de la population, donc autour de 3-4 qui pourraient voir des symptômes plus envahissants là, de type stress post-traumatique ou dépression sévère et même idées suicidaires. Donc, évidemment, on a voulu, nous aussi, examiner ça à travers une étude qu'on a menée à l'échelle de plusieurs pays dans le monde. Et ce qu'on voulait voir, c'est départager les différents facteurs qui viennent influencer la santé psychologique ou les réactions émotionnelles en temps de pandémie. Donc, évidemment, on pensait qu'elle allait avoir une série de facteurs plus en lien avec les caractéristiques sociodémographiques, des facteurs qui découlent directement de la pandémie, comme la peur, les pertes financières, l'isolement, la stigmatisation. On avait aussi en tête que l'infodémie, donc l'épidémie d'information à laquelle on fait tous face depuis au moins un an, allait elle aussi engendrer différents stresseurs, donc de la confusion, mésinformation, méfiance, croyances erronées. Mais à ça, on trouvait fondamental d'aussi examiner les facteurs de protection, notamment le rôle clé du sentiment de cohérence, comme un facteur qui peut minimiser les impacts des stresseurs que je viens de mentionner. Donc, pour ce faire, on a réalisé une étude dont le leadership est assuré par l'Université de Sherbrooke, mais on travaille vraiment avec plusieurs universités à travers le monde, plusieurs partenaires aussi issus du réseau de la santé, même l'Organisation mondiale de la santé travaille avec nous. Et à travers cette étude-là qui est interdisciplinaire, on travaille les sciences des communications, sciences politiques et évidemment santé publique
Donc, c'est tous ensemble réunis qu'on a réussi à monter un projet qui examine l'influence des communications, du discours dans les médias, du discours sur les réseaux sociaux et l'influence de toutes sortes d'autres stresseurs sur la réponse psychologique et aussi la réponse comportementale à la pandémie de COVID-19. Et je ne vais pas aller en détail aujourd'hui, mais je pense que c'est important que vous voyez un peu ce qui nous a amené, ce qui nous a pisté vers le rôle clé du sentiment de cohérence. C'est notamment le premier axe de notre recherche, là, qui est une enquête populationnelle qui a été menée dans différents pays et à différentes reprises au cours de la dernière année. Donc, très brièvement, là, on a fait une première enquête pilote au Canada en avril 2020, suivie de 2 enquêtes internationales en mai-juin 2020 et novembre 2020, donc à peu près 6 mois d'intervalle. Et parallèlement à ça, on a eu aussi un volet de suréchantillonnage à l'échelle du Québec, donc en septembre, en novembre, en février 2021, pour un total d'à peu près 20 000 adultes québécois. Donc, on a beaucoup appris, je dirais, au cours de la dernière année. Et si je peux peut-être vous résumer là, à l'échelle internationale nos résultats de novembre 2020, ce qu'on voit, c'est que, en fait, ici, c'est pas novembre 2020, pardon, c'est mai-juin 2020. Donc, déjà en mai-juin 2020, donc pour la plupart des pays, on était dans la première vague ou vers la fin de la première vague. On voyait que les petites barres noires, ça reflète l'anxiété généralisée, ou en tout cas du moins les symptômes évocateurs d'un trouble d'anxiété généralisée. Les points rouges, on parle des symptômes évocateurs de dépression majeure. Et les points bleus, c'est les symptômes qui évoquent soit un trouble d'anxiété ou une dépression majeure. Donc, si je résume, le grosso modo, c'est à peu près déjà à cette période-là 30 de la population de nos 8 pays à l'étude qui rapportaient des symptômes soit d'anxiété ou de dépression probable, ce qui est majeur. Évidemment, c'est plus élevé que ce qu'on avait avant la pandémie. Et on voit que le Canada, on se situait pas mal là, dans la moyenne des pays sous investigation, mais on voit par contre que certains pays plus anglo-saxons, comme les États-Unis, l'Angleterre, affichaient des taux plus élevés. Certains pays européens, comme la Belgique, la Suisse, en revanche, affichaient des taux un petit peu plus faibles, mais quand même préoccupants. Et lorsqu'on a fait le suivi en novembre 2020, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, la situation ne s'était pas améliorée. Donc là, pour nous situer, on était pas mal autour de la vague 2 dans la plupart des pays. Et ce qu'on voit, c'est globalement, c'est 8 d'augmentation en termes de soit anxiété ou dépression probable à l'échelle des 8 pays étudiés, sauf les États-Unis. Et on se rappellera qu'aux États-Unis, en début novembre, en fait, notre collecte de données a eu lieu juste après les élections présidentielles, ce qui, en tout cas, du moins, c'est une hypothèse, a peut-être semé un vent d'espoir au sein du pays. Pour revenir maintenant à l'enquête un petit peu plus québécoise, et là, c'est là que vous allez voir, je vous amène aussi vers des résultats quand même plus qui pointent vers le rôle clé du sentiment de cohérence. On a en février 2021, donc là, ça fait pas longtemps, là, on parle de 2 mois, je crois, on a questionné 10 000 adultes québécois qui sont vraiment représentatifs de toute la population. Donc, un grand effort est fait là, pour avoir un échantillon qui représente bien monsieur, madame, tout le monde de toutes les régions du Québec. Le questionnaire est en français ou en anglais, offert en ligne. Et ce qui ressort un peu toujours le même son de cloche, donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, donc grosso modo à peu près le quart de la population qui affiche d'anxiété ou dépression. Des taux qui sont un petit peu plus faibles que ce qu'on a vu à l'échelle des pays de ce que je viens de vous montrer, mais ça, c'est quand même un mystère, si on veut. Le Québec s'en est toujours relativement mieux sorti que le reste du Canada ou la partie anglophone du Canada ou encore les pays autour ou qui pourraient ressembler les pays développés à l'étude, notamment les États-Unis et certains pays d'Europe. Donc ça, on s'approche plus, je dirais, de la Belgique et de la Suisse comme ce que je viens de vous montrer. Mais ce sur quoi je veux vraiment attirer votre attention, c'est le fait que parmi tous les facteurs qu'on a pu examiner. On a regardé vraiment une grande quantité de facteurs sociodémographiques liés à la pandémie, liés à l'infodémie et des facteurs de protection. Et parmi tout ça, lorsqu'on les prend tous en considération dans une analyse qu'on appelle multivariée, ce qu'on se rend compte, c'est que le facteur qui arrive en 3e rang en termes d'importance ou d'influence sur l'anxiété et la dépression, c'est le sentiment de cohérence. Là, je l'ai mis à la négative pour le mettre au même niveau que les autres, mais comment on pourrait interpréter ça? C'est que les personnes qui rapportent, selon une échelle de mesure, un faible sentiment de cohérence sont des personnes qui vont être 2 à 3 fois plus à risque d'afficher des symptômes qui sont évocateurs d'anxiété ou de dépression. Et ça, c'est comparativement à ceux qui ont un meilleur sentiment de cohérence. Donc, on voit quand même l'effet qui est très, très prononcé. Et vous comprendrez que
dès qu'on a commencé à voir ça, là, je vous parle des résultats de février, mais on observe ce lien-là très fort entre sentiment de cohérence et anxiété-dépression depuis déjà notre enquête de mai-juin. Donc, vous comprendrez que depuis ce temps-là, on essaie de comprendre pourquoi, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ces résultats-là qui sont assez parlants. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu. Merci, Mélissa. Donc, on parle de sentiment de cohérence. J'imagine que les gens veulent savoir un peu qu'est-ce que c'est que ça, ce concept-là. Eh bien, ce concept-là de sentiment de cohérence, c'est un concept qui fait partie d'un concept plus large qui est celui de salutogenèse. Donc, la salutogenèse, c'est un concept qui nous provient de Aaron Antonovsky, un sociologue de la santé là, qui a travaillé dans les années 70-80 sur des enjeux reliés au stress, comme la plupart de ses compatriotes de l'école. Du moment. Donc, Antonovsky, c'est un des premiers qui s'est posé une question qui peut maintenant nous apparaître simple, mais qui, à l'époque, était là, pas une question que l'on se posait souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans des conditions de vie extrêmes, et puis par conditions de vie extrêmes, il faut savoir que Antonovsky travaillait avec des femmes là, donc, qui avaient survécu à des camps de concentration là, lors de l'Holocauste juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait que des gens qui vivent dans des situations extrêmes vont être capables de continuer à s'épanouir dans la vie, d'aimer la vie qui les entoure, de trouver que la vie, c'est un défi qui est digne d'investissement, alors que d'autres, dans les mêmes circonstances, s'effondrent totalement. Bref, c'est un des premiers qui s'est demandé pourquoi les individus restent en santé et puis comment et surtout font-ils pour rester en santé. Donc, plutôt que de définir la santé par sa présence ou son absence, il s'est imaginé ce concept-là le long d'un continuum. Le dit continuum, là, santé-maladie. Et puis, pour lui, chaque jour, les individus font face à des facteurs de stress et dès lors, là, il y a deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit les individus vont succomber donc au stress et puis se diriger vers le pôle maladie du continuum santé-maladie, soit ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils appelaient des ressources de résistance générale qui permettent de gérer l'adversité et de se diriger le long du continuum santé-maladie. Une ressource de résistance générale pour Antonovsky, c'est n'importe quel actif de santé, qu'il soit individuel ou collectif. Et donc, ce mouvement-là vers le pôle santé du continuum santé-maladie, c'est ce qu'il a appelé la salutogenèse. Pour mesurer ce mouvement-là, eh bien, Antonovsky a inventé le concept de sentiment de cohérence, qui est une espèce de prédisposition individuelle, je dirais, d'état devant la vie qui permet de faire sens de ce qui arrive et puis de gérer avec cette adversité-là. Ce concept de sentiment de cohérence comprend trois dimensions centrale, c'est-à-dire une dimension qui est liée à la compréhension de ce qui se passe devant nous, donc à l'intelligibilité. C'est la capacité de comprendre ce qui se passe. Il y a la capacité aussi de donner un sens, de faire sens des situations qui surviennent. Le long du parcours de vie. Et puis, il y a une dernière dimension qui est une dimension qu'on appelle gérer l'adversité, qui est une traduction française, boiteuse peut-être un peu de manageability, qui est la capacité d'identifier et puis de mobiliser justement ces dites ressources de résistance générale pour faire face donc à ces domaines. Ouais. Et bon, quand on se rend compte de ces beaux résultats de recherche que Mélissa nous présente et que le sentiment de cohérence, c'est un facteur de protection. Donc, dans les répercussions psychosociales d'urgence sanitaire telles que la COVID, eh bien, on est en droit de se demander. Et puis, si on ne se le demande pas, je vous dirais que les décideurs vont le faire à notre place. Ils vont nous le demander à cette heure, comment est-ce qu'on fait pour produire du sentiment de cohérence? Je dirais que cette question-là, c'est la question qui travaille à Mélissa et moi depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et à cet égard, on a demandé à une assistante de recherche de nous produire une revue narrative qui permet d'inventorier finalement les interventions existantes et efficaces qui rehaussent le sentiment de cohérence à l'échelle des individus et des communautés. Évidemment que ces interventions-là doivent cibler les dimensions que je viens de vous énoncer, mais ce qu'on s'est rendu compte également, de par les résultats préliminaires de notre assistante, c'est qu'il y a deux mécanismes principaux
donc qui vont servir à produire du sentiment de cohérence. Ces deux mécanismes-là sont les suivants, c'est-à-dire qu'un mécanisme dit réflexif va être interpellé et un autre mécanisme qui est lié là, donc à l'empowerment. C'est quoi ça, un mécanisme réflexif? Eh bien, là, ça s'actualise à travers des activités dites réflexives qui sont n'importe quelle activité qui permette une prise de conscience de ses valeurs, de ses buts, de ses croyances et de ses comportements en période de stress. Hein? Il va devenir plus facile avec ces activités-là d'identifier, de démystifier une croyance erronée qui contribue à rehausser l'anxiété. Ce sont des activités qui peuvent s'exercer chez les individus et dans la communauté. Ce sont des activités qui, face aux bouleversements entraînés là, par des situations d'urgence sanitaire, vont permettre de reconnaître la souffrance des gens, de permettre à ces gens d'être écoutés, de raconter leur histoire, de se sentir respectés, donc qui engage un espace de dialogue qui permet une écoute qui va permettre du recul et puis qui va permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous. Le second mécanisme d'empowerment, je ne m'étendrai pas là, énormément sur ce mécanisme-là parce que je suppose que tout le monde connaît plus ou moins ce concept d'autonomisation de par leur proximité là, avec la promotion de la santé. Simplement dire que ce mécanisme-là peut également être individuel et collectif, qu'à cet égard, l'expérimentation répétée semble être une technique là, qui est très intéressante, qui permet d'internaliser les dites ressources de résistance générale et qui favorise l'engagement, la motivation, le sentiment d'auto-efficacité. Et que grâce justement aux expériences répétées, ben, un obstacle va devenir un défi surmontable et digne d'investissement. Au-delà de ces deux mécanismes qui permettent là, de travailler les trois dimensions du sentiment de cohérence, pour renforcer le sentiment de cohérence des individus et des communautés, il semble là, également que les interventions doivent adopter certains principes qui sont d'être centrés sur une approche positive, qui sont de favoriser le travail de collaboration et de proximité, qui sont d'être adaptés au contexte et à la culture locale et également d'être inclusives. Or, selon les résultats préliminaires de cette revue narrative très intéressante, il semble que 4 domaines d'intervention spécifiques là, permettent d'actualiser ces mécanismes-là et ces principes d'intervention-là, soit les programmes sportifs et de loisirs, qui sont peut-être un peu plus difficiles là, à implanter dans un contexte de pandémie où il y a des règles de restriction là, sanitaires et de distanciation sociale à respecter. Ce sont des programmes qui sont centrés sur le développement de la pleine conscience. Et là, je vous entends déjà dire, la pleine conscience, c'est se mettre par terre à faire de la méditation. Non, c'est la capacité des individus à s'ancrer dans le moment présent. Puis moi, c'est pas en faisant du yoga que ça m'arrive. C'est en allant jogger, par exemple. C'est en faisant des Legos avec mon fils que je me rends compte que c'est des moments où est-ce que je vis une espèce de forme de pleine conscience parce que je pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Il y a également des activités artistiques et culturelles, et j'y reviendrai dans la prochaine diapositive, et puis finalement, des activités là, qui sont orientées sous une forme de récit de vie. Je pense que Mélissa va en parler tantôt. C'est une technique là, qui permet là, de discuter de ce qu'on vit, de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et là, de justement faire sens des événements qui surviennent. Tu peux passer à la prochaine diapositive, Mélissa. Donc, avant de retourner la parole à Mélissa, là, qui va nous indiquer comment tous ces résultats-là se sont transposés en action et en intervention, peut-être juste me permettre finalement là, de faire une espèce de petit aparté sur les activités artistiques et culturelles. Je pense que quand on va faire là, le wrap-up a posteriori là, de ce qu'on aurait pu faire différemment en période là, de COVID, ben, on va se rendre compte que les activités artistiques et culturelles, on aurait peut-être dû là, les favoriser davantage parce qu'il y a une masse d'écrits probantes, il y a une masse d'écrits scientifiques, il y a une masse de données probantes qui démontrent hors de tout doute qu'il s'agit là d'un excellent moyen pour certains individus de se connecter à leurs émotions, d'exprimer ce qui est difficile à exprimer et justement de structurer leur réponse émotionnelle. Et puis, c'est intéressant de voir que c'est un des secteurs qu'on aurait peut-être
pu garder ouvert plus rapidement. Pour la suite, je vous laisse entre les bonnes mains de Mélissa. Merci. Mais j'abonde totalement dans le même sens que toi. Activité artistique, culturelle, c'est à portée de tous et on pourrait tellement l'exploiter davantage, d'autant plus que c'est démontré comme étant un excellent moyen de stimuler le sentiment de cohérence. Là, maintenant, on rentre dans la partie d'histoire, notre petite histoire de ce qui s'est passé une fois qu'on a fait tous ces constats-là, parce qu'on le sait très bien, on est tous des acteurs de promotion de la santé, tant du côté de la recherche que de l'intervention, et souvent, on constate toutes sortes de potentiel incroyable avec les données probantes, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour que ça change réellement les choses sur le terrain? Et je vous dirais que la dernière année a été haute en rebondissement à cet égard-là. Donc, premièrement, la première chose qu'on voulait faire, c'est augmenter un peu la sensibilisation de la population et de nos décideurs par rapport à ces résultats-là. Donc, évidemment, stratégie classique, communiqué de presse, multiples entrevues. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on avait plein de données plutôt à la négative, sensationnalistes sur l'anxiété, la dépression, les idées suicidaires. Mais pourtant, ça n'a pas été juste ça. On voit que dans le discours, par exemple, Le Devoir, qui au Québec est quand même un média quand même assez reconnu, assez sérieux, assez rigoureux. Ce qui a capté beaucoup l'attention de nos journalistes, de nos médias, c'était ce fameux sentiment de cohérence. Ce n'était pas un terme beaucoup véhiculé, je dirais, dans la population. En tout cas, c'est mon impression. Peut-être que je suis un peu biaisée parce que là, j'en ai beaucoup parlé dans la dernière année. Mais bref, on sentait que il y a quelque chose justement qui faisait du sens avec ce terme-là, qui venait un peu expliquer ou mettre des mots sur quelque chose qu'on vivait tous face aux paradoxes auxquels on est constamment exposé dans les médias, face à tout ce que je disais tantôt, le mouvement un peu de division sociale, d'incompréhension, de colère, de confusion, d'incertitude. Ça plaît à l'esprit d'avoir un concept comme le sentiment de cohérence qui vient être démontré comme étant réellement protecteur, surtout qu'on a des stratégies démontrées comme étant efficaces pour pouvoir stimuler ou renforcer le sentiment de cohérence. Donc, vous voyez par exemple que dans Le Devoir, on commence à poser des questions dès la vague 1, vague 2, le sentiment de cohérence, on dit que c'est un facteur de risque, c'est peut-être une petite erreur, on devrait dire c'est l'absence du sentiment de cohérence qui sera un facteur de risque. Donc, le journaliste prend la peine de bien montrer à quel point les gens qui sont dotés d'un sentiment de cohérence plus élevé sont pratiquement à toute fin pratique protégés contre les effets plus négatifs au niveau psychologique de la pandémie. Donc, moi, vous voyez, ça m'a un peu surpris. Et là, on a continué à être encore plus surpris en voyant que, dans l'actualité, qui est un média, peut-être c'est pas un média quotidien, donc, oui, il y a une partie en ligne là, qui bouge à chaque jour, mais quand même un média avec des revues qui vont être là pendant toute une saison, par exemple. Et ils ont décidé de faire un numéro spécial sur justement la santé psychologique, mais toujours avec l'angle de comment s'en sortir, comment on peut expliquer ça. Et quand même, vous voyez que d'entrée de jeu, on commence le bel article, le beau numéro spécial en parlant d'Antonovsky, parce que les journalistes voulaient savoir, ça vient d'où ce sentiment de cohérence-là? Est-ce que vous avez inventé ça? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais il y a quelqu'un de pas mal plus brillant que nous qui y a pensé avant. Donc, je trouvais ça de mon côté un peu chercheur et même praticienne de santé publique, ça me faisait bien sourire de voir que tout d'un coup, on s'intéressait à des choses qui existent pourtant depuis un bon moment. Et encore plus surprenant, le journal Les Affaires. Donc ça, c'est vraiment, j'ai un Google Alert là, qui me dit quand je suis citée. Puis je suis allée voir, j'en revenais pas, un journaliste du monde des affaires qui écrit à son public cible, qui est carrément là, du monde des affaires, comme on le dit, qui dit, votre source insoupçonnée d'anxiété, c'est peut-être votre faible sentiment de cohérence, tel que cité là, dans les travaux de notre équipe. Donc ça, j'ai vraiment trouvé intéressant que même le monde des affaires se sente interpellé. Ensuite, écoutez, là, c'est vraiment des petits exemples, mais on a le mouvement santé mentale. C'est pas un petit exemple, c'est un gros exemple. Le mouvement santé mentale Québec, qui est quand même très, très présent sur la scène québécoise en matière de promotion de la santé mentale, avec qui on a beaucoup d'alliances là, depuis le départ de cette aventure-là, qui ont décidé
d'impliquer leur porte-parole, David Boudreau. Là, pour les gens qui viennent du Québec, je pense que tout le monde le connaît quand même bien, qui est un poète et travailleur social, un auteur aussi, donc il fait des trucs franchement chouettes et très populaire, entre autres, auprès des jeunes. Son discours est accessible. Et lui s'est approprié nos résultats sur le sentiment de cohérence pour en faire une vidéo YouTube que je vous invite vraiment à aller regarder. Je n'ai pas osé le mettre en live aujourd'hui pour ne pas avoir de bugs techniques, mais il a inventé carrément un nouveau mot, en tout cas, je crois. Il commence son vidéo en parlant de « toi, cohères-tu ». C'est comme le verbe cohérer, mais c'est vraiment très bon. C'est comme un slam, c'est vraiment bien. Donc, vous irez voir. On était quand même assez fiers de voir que ça l'a percolé jusqu'à des personnalités comme David Boudreau. Sinon, on a aussi plein d'initiatives, entre autres, j'ai vu ça sur Spotify, des balados qui ont repris encore une fois le concept du sentiment de cohérence, toujours par le mouvement Santé mentale Québec, avec une filière plus en Chaudière-Appalaches, qui est une région pas très loin de l'Estrie au Québec. Tout ça est évidemment disponible, puis j'imagine que le PowerPoint vous sera remis. Et ensuite de ça, a déboulé une série de demandes pour des conférences. Honnêtement, je ne les compte plus tellement qu'il y en a eu, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que les demandes sont venues de milieux très, très variés. En fait, pour ainsi dire, pratiquement tous les grands partenaires là, auxquels on aime bien s'affilier pour nos efforts de promotion de la santé. Donc, on a eu des demandes carrément du ministère, ce qui était de très bon augure, des directions de santé publique, des syndicats qui représentent les employés du réseau de la santé, de réseaux canadiens en santé environnementale, en maladies infectieuses, réseau aussi en santé mentale canadien et québécois, des milieux cliniques, des départements de médecine interne, du CHUM, du CHUS, de Laval, des gens qui disaient, des psychiatres, donc des gens qui, à travers leurs activités cliniques, trouvaient pertinent d'entendre parler un peu plus du sentiment de cohérence, des regroupements de partenaires en petite enfance, des CPE ou services de garde éducatifs à l'enfance qui voulaient un peu s'imprégner de cette nouvelle connaissance-là. Évidemment, beaucoup de conférences ou de demandes pour les milieux scolaires, CSS, c'est les centres de services scolaires, les directions d'établissements scolaires, les employés, des fois, c'est à l'intérieur même d'une école, aller un peu redynamiser les gens puis leur redonner un peu espoir à travers des moyens plus concrets qui passent par le sentiment de cohérence. Et comme je disais, secteur communautaire, le monde les maisons des jeunes, les logements communautaires sociaux, et comme je disais, même le secteur privé, là, des conférences pour Sherbrooke-Innopol ou des conférences de justement, ça s'appelle Les Affaires, là, qui ciblait le réseau entrepreneurial du Québec. Donc, très belle réception par rapport à ça. Je vous le dis parce que si ça a marché pour nous, ça peut marcher pour tout le monde. Il suffit de prendre le bon angle, le bon moment peut-être pour s'insérer et proposer des données probantes pour venir influencer nos actions. Et justement, au-delà de transfert de connaissances, on a vu aussi qu'il y avait un vif intérêt d'intégrer cette connaissance-là au sein même des actions. Donc, c'est sûr que j'ai un petit parti pris. Je travaille en Estrie comme médecin de santé publique. Donc, j'ai d'abord voulu travailler avec mes collègues à cet égard-là, qui se sont montrés très, très réceptifs dès le départ. Donc, on a conçu, on n'a pas conçu, on s'est inspiré du modèle d'intervention par palier, là, qui est un Step Care Model en anglais, qui est un peu l'approche préconisée lorsqu'on fait face à des problématiques de santé mentale à l'échelle populationnelle. Donc, une approche qui nous invite à avoir une intensité d'intervention ou de service qui est adaptée en fonction de l'intensité des besoins. Donc, les services hautement spécialisés cliniques sont nécessaires, mais peut-être pas pour l'ensemble des gens, seulement pour une partie plus précise des gens qui souffrent davantage, alors que l'approche beaucoup plus communautaire et en promotion est non seulement nécessaire, mais fondamentale, je dirais, pour être capable d'éviter que les gens aient besoin de se rendre à des services plus spécialisés. Et dans ce contexte-là, ce qu'on s'est dit en Estrie, c'est que pour le renforcement du soutien communautaire, pourquoi pas intégrer des concepts liés au sentiment de cohérence, des concepts liés à la revue de littérature là, que Mathieu nous présentait, pour voir à développer des actions très concrètes là, sur lesquelles je vais revenir très prochainement. En fait, j'y suis rendue. Donc, Mathieu avait introduit tantôt la notion de récit de vie et de fil en aiguille, en jasant avec différents partenaires, on s'est dit pourquoi pas le faire? Donc, on est parti vraiment d'une page blanche. On s'est dit,
c'est pas obligé d'être très compliqué. Nous, ce qu'on a fait, c'est de recruter des gens, évidemment, sur une base volontaire, des gens de manière très inclusive, donc un petit peu de tout profil, des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs essentiels, des gens du secteur politique comme des mères monoparentales. Donc, vraiment, toute personne était la bienvenue. Et l'idée, c'était à travers des intervenants psychosociaux qui ont été évidemment un peu standardisés pour l'activité. L'idée, c'est aussi simple que de dire, raconte-moi ta pandémie. Comment ça s'est passé, toi, ta pandémie? En invitant la personne de ne pas mettre l'accent nécessairement sur les faits, mais plutôt sur son ressenti. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment elle s'est sentie aux différentes étapes? Évidemment, tout ça est évolutif sur un an. Quelles actions ont été posées par cette personne-là en fonction des émotions qu'elle a ressenties? Donc, j'ai vécu telle difficulté, voici ce que j'ai fait pour répondre à ça. Donc, vous voyez que tranquillement, on est en train de finalement d'amener cette personne-là à nous raconter un peu comment elle a exercé son sentiment de cohérence et surtout, quelles sont les leçons tirées, ce qui est ma question préférée parce que, en fait, on invite la personne à dire, bien, au final, mon Dieu, toute une année, tu sais, qu'est-ce que tu retiens de ça? En quoi tu es changé par rapport à il y a un an? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que ça va changer pour les suites? Et je dirais que c'est là que la magie s'opère. C'est là qu'on voit que de prendre le simple fait de prendre 30 minutes, 60 minutes tout au plus pour prendre le temps de se poser, de se raconter à quelqu'un qui nous laisse le champ libre, vraiment par des questions ouvertes, ça fait du bien, ça permet d'organiser sa pensée, ça contribue à notre établissement comme individu. Mais je vous dirais qu'au-delà de ça, le fait de répéter l'expérience à plusieurs personnes, bien, ça contribue aussi au rétablissement de la communauté parce qu'il y a une forme de sentiment d'appartenance qui se crée, de savoir qu'on est plusieurs à avoir vécu ça de façon différente, mais un peu aussi de façon similaire, d'apprendre un peu des trucs des autres, de sentir finalement qu'on n'est pas seul à travers cette épreuve-là. Ça fait vraiment du bien. Et au niveau de l'apprentissage collectif, là, tout n'est pas encore parfaitement ficelé, mais l'objectif, c'est de faire une synthèse, évidemment, dénominalisée de ces différents récits de vie-là pour en faire un petit ouvrage, un petit. Le livrable n'est pas encore tout à fait clair sur quel format on va le faire, mais au moins tirer des apprentissages collectifs de ces experts-là. Nous sommes tous des experts de l'adversité que nous a amené la pandémie et pourquoi pas nous donner la parole pour que nos apprentissages individuels soient synthétisés sous forme d'apprentissage collectif. Parce que je pense qu'on a vraiment à apprendre de ce que tous et chacun on a vécu. Une autre façon d'exercer le sentiment de cohérence là, à travers nos actions, peut-être même plus de santé publique cette fois-là, c'est qu'on avait des défis de communication. Hein. On voit, j'imagine que c'est comme ça partout l'ensemble de la planète, mais on a excessivement mis l'accent cette dernière année sur le nombre de cas de COVID, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, les capacités hospitalières qui sont dépassées. Et tout ça, évidemment, ça amène un peu plus l'accent sur ce qui va mal. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est reconnecter avec la communauté, toujours dans un esprit de renforcer le sentiment de cohérence. Donc, d'aller à la rencontre des gens à travers des activités de porte-à-porte, évidemment, toujours de façon sécuritaire. Des activités où on ne va pas là avec un objectif bien défini de livrer de l'information, mais plutôt une activité où on écoute, on échange, on laisse les gens s'exprimer. On les écoute et on leur permet de nous dire quels sont leurs besoins pour essayer d'apporter des informations complémentaires en fonction des besoins des gens. Donc, vous voyez ici, on est dans, encore une fois, l'acte réflectif, l'empowerment. On redonne une certaine forme de pouvoir aux gens en prenant la peine d'aller à leur rencontre et de les laisser eux-mêmes identifier leurs besoins et de les aider à trouver la réponse à leurs besoins ou à leurs questions. Donc ça, on a mobilisé aussi des forces vives de notre communauté, ce qui est un peu un autre principe du sentiment de cohérence peut-être plus collectif, c'est être capable d'identifier les ressources disponibles et de les mobiliser. Puis on s'est dit, on a plein d'étudiants en médecine qui ne demandent que ça, de pouvoir être utile à leur communauté en contexte de pandémie. Donc, pourquoi pas mobiliser ces belles ressources-là qui, en plus, ont des compétences cliniques, donc sont capables de répondre aux différentes questions qui peuvent leur être posées. Et là, je me suis dit déjà ça, c'est merveilleux. On a fait plein de belles choses et l'histoire, c'est pas terminé là. En fait, le 2 novembre, je vais m'en rappeler toute ma vie, je reçois un appel du cabinet du ministre Carman, qui est notre ministre délégué à la santé, qui s'occupe plus spécifiquement des services en santé mentale au Québec, on avait déjà eu quelques échanges avant. Là, son cabinet s'était montré très intéressé par nos résultats, de par le fait que ça a été beaucoup médiatisé. Puis il avait entendu parler de nous et il nous avait demandé, avez-vous des recommandations?
pour mieux tenir compte de vos résultats. Et on avait fait des recommandations qui étaient très coûteuses, je dois dire. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça soit retenu. Puis le 2 novembre, on m'appelle le matin pour dire: Mélissa, regarde la télévision, tu vas être contente, on a retenu la proposition. Donc, ce matin-là ou cet après-midi-là, M. Carman faisait l'annonce d'un investissement quand même majeur de 100 millions dans le domaine de la santé mentale, dont 19 millions qui était basé sur notre recommandation de créer et d'implanter des équipes de réseaux d'éclaireurs partout sur le terrain, dans tous les territoires de la province, de manière à agir davantage justement dans un esprit de salutogénèse, de sentiment de cohérence, de promotion de la santé mentale et du bien-être, et évidemment de repérage précoce pour les gens qui seraient un petit peu plus affectés. Donc ça, c'est un projet qui est en ce moment en cours. Moi, je continue à être médecin consultant là, pour le ministère de la Santé et Services sociaux. Le projet est en train de s'implanter partout. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, une belle réussite. C'est pas une réussite, mais une belle réalisation dont on est pas mal fiers et qui, elle aussi, a quand même fait pas mal parler. Je vois Sarah, 5 minutes maximum. Ça tombe bien, je suis pas mal rendue là. Puis, si vous voulez avoir plus de détails, de toute façon, vous pourrez nous les poser dans les questions. Donc, le réseau des éclaireurs, pourquoi je fais le lien avec le sentiment de cohérence et la salutogénèse? En fait, le lien est très fort parce que je vous dirais qu'on a Dr Pierre Blot, qui est le directeur national des services en santé mentale, donc qui travaille très étroitement avec le cabinet et le ministre Carman, qui avait entendu parler de nos travaux sur la salutogénèse à Mathieu et moi et nous avait approché justement. Donc, tout ça n'est pas un hasard, là, c'est vraiment de fil en aiguille que, comme on dit, les fils se sont touchés, puis finalement, on en est venu à la conclusion qu'il fallait agir autrement, de façon différente, et on pensait que le réseau des éclaireurs allait être la voie qui allait nous permettre d'innover et d'agir de façon plus créative. Et un des principes centraux du réseau des éclaireurs, c'est vraiment d'adopter une culture, oui, de concertation, mais aussi de salutogénèse. Donc, une approche positive, une approche où on veut renforcer les capacités d'adaptation, renforcer le sentiment de cohérence et la résilience. Et ça, je ne rentrerai pas en détail concrètement sur ce que c'est le réseau des éclaireurs, mais essentiellement, on parle quand même d'environ 150 intervenants partout dans la province, donc un ajout net d'intervenants qui vont travailler sur le terrain dans une approche plus de promotion, prévention, de mobilisation des communautés et de renforcement du sentiment de cohérence. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ce réseau-là, là, de fil en aiguille, ça a eu d'autres tombées. Donc, on voit, entre autres, chez nous au Québec, on a la démarche Prendre soin de notre monde qui rallie beaucoup les acteurs du réseau de la santé aux acteurs du monde municipal. Donc, tout de suite, ils se sont sentis interpellés par le réseau des éclaireurs en se disant, j'imagine que le milieu municipal va avoir un rôle à jouer pour solidifier ce réseau des éclaireurs-là dans la communauté. Donc, la réponse était oui, bien sûr. Donc, on a fait une petite balado, une vidéo, pardon, pour expliquer un peu plus au monde municipal ce qui s'en venait. Et là, je ne peux plus aller plus haut que ça, je pense. Peut-être, mais parce qu'on n'est pas rendu là. Très récemment, en fait, c'est sorti ce matin. C'est tout chaud, je ne l'ai même pas encore écouté. On s'est fait inviter par le premier ministre du Québec à faire une balado qui explique ce que c'est le réseau d'éclaireurs et le but étant de partager ça sur Spotify, mais surtout de le partager aux autres premiers ministres des autres provinces du Canada. Donc, chaque province du Canada a à identifier une pratique prometteuse en lien avec la santé mentale en temps de pandémie et notre premier ministre a choisi le réseau des éclaireurs. Donc, je pense que c'est tout dire et je vous invite à aller le lire. Je vous dirais quand même, Mathieu l'a écouté tantôt, puis on a une citation qui nous a particulièrement plu. On est introduit et la conclusion est faite par le ministre Carman, qui dit mot pour mot, la salutogénèse, je trouve ça intéressant et inspirant. Il faut être créatif et aller vers les gens. Moi, je me dis, notre ministre délégué à la santé et services sociaux dit ça, ça fait ma journée. Donc, dernier petit point, je vous dirais qu'au-delà du Québec, du Canada, il y a aussi, entre autres, en Angleterre, le King's Fund, qui est un centre de recherche qui travaille directement pour, entre autres, informer ou mieux soutenir les prises de décision politiques et du gouvernement en matière de santé et services sociaux, qui, eux aussi, là, au cours de la dernière année, se sont beaucoup intéressés au modèle québécois
et mettre de l'avant le fait qu'on utilise le sentiment de cohérence, la salutogénèse pour venir monitorer, autant au niveau de la recherche qu'au niveau de nos interventions. Donc, je trouvais ça sympathique de dire que dans leur rapport qui est paru là, il y a quelques semaines ou mois, je ne me rappelle plus, on fait l'éloge du modèle québécois toujours centré sur le sentiment de cohérence. Donc, ce n'est pas pour se vanter qu'on fait ça, c'est juste, je pense, pour vous inspirer, vous dire que la recherche, ça peut mener vraiment à des choses extraordinaires. Donc, je conclurai en disant que oui, la pandémie, c'est clairement une menace. Je me trouvais bien drôle avec mes deux petits, ma petite planète Terre versus mon COVID. Je trouvais qu'ils ne sont pas tout à fait de la même grandeur, mais il y a une petite forme qui se ressemble. Mais tout ça pour dire qu'on peut passer, on peut voir la menace, oui, mais dans ma cohérence à moi, j'ai décidé aussi de voir l'opportunité derrière ça, de voir l'opportunité de encore mieux positionner la promotion de la santé, puis peut-être plus spécifiquement la salutogénèse, le sentiment de cohérence, comme étant quelque chose d'absolument fondamental si on veut être capable de sortir la tête de l'eau et de bien se reconstruire au niveau social. Donc, retenons, moi, ça a toujours été mon mantra, on fait face à une situation extraordinaire, mais c'est le temps de trouver des solutions extraordinaires et je vous garantis que nos décideurs sont pas mal plus ouverts à l'extraordinaire et à l'innovation en contexte de crise. Donc, vous aurez les références pour les curieux et je vais mettre fin à le partage. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très inspirant, effectivement. On a eu plusieurs commentaires dans le chat. Des gens trouvent que le contenu est très pertinent. Ils veulent y avoir accès après. Ils voudraient avoir le lien pour la balado. Donc, on va s'occuper de vous fournir tout ça. L'enregistrement aussi pour la vidéo sera disponible. Donc, il y a quelques questions et je vous encourage à en poser d'autres. Donc, voilà. Une des premières questions, en fait, c'est est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur des activités potentielles qu'on peut réaliser pour favoriser l'empowerment dans le contexte COVID? Oui, mais puis c'est tout un défi, on s'entend. Je vous dirais que nous, la plupart des exemples vont venir pas uniquement, mais de lacs mégantiques. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on a une équipe de proximité en place depuis quelques années après la tragédie, puis l'équipe est toujours très active. Donc, c'est intéressant parce qu'on a connu l'avant-pandémie et le pendant-pandémie, ça se dit pas, mais bref, per-pandémie. Et on a eu forcément à adapter nos actions parce qu'en pré-pandémie, on misait beaucoup sur l'espace physique, sur le être ensemble, sur le rassemblement. C'était un peu de notre viens prendre ta place comme citoyen pour redonner un sens à ta communauté, redonner un sens à ta citoyenneté, de rattacher aux gens. On a pu sauver, c'est une expression, mais sauver des gens uniquement par cette approche-là de participation citoyenne plutôt que de simplement référer en clinique, partir un traitement, par exemple. Donc, on a vraiment vu l'effet très grand. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec la pandémie, mais c'était plus difficile, mais c'était possible. Exemple, on a un projet, par exemple, de photovoix avec les jeunes qu'on est en train de faire. Donc, photovoix à l'extérieur, toujours en gardant une certaine distance. On met un contact avec un photographe expert qui peut donner des cours aux jeunes, mais essentiellement, à travers le photovoix, les jeunes sont invités de façon plus solitaire à prendre des photos de choses qui évoquent, qui font naître des émotions quelconques en lien avec la pandémie, puis après ça, de mettre une voix, d'expliquer pourquoi cette photo-là leur a parlé. Donc ça peut se faire très bien en Zoom, à distance ou, comme je disais, des activités plus extérieures de façon sécuritaire. On a eu des clubs de marche aussi qu'on a réussi à maintenir selon les hauts et les bas des vagues et des mesures sanitaires. On a eu un projet de colis bienveillant qu'on appelle. Donc, essentiellement, tout le monde, le projet commun était le colis, mais chacun contribuait, chaque acteur de la communauté à insérer un objet dans un colis et ou à identifier des gens qui pourraient bénéficier de recevoir ce colis-là bienveillant. Et ensuite, on a mis en contact des gens qui voulaient livrer des colis et des gens qui pouvaient bénéficier de ces colis-là. Donc, il y a eu une livraison de colis en porte-à-porte aux gens. Donc, tu sais, tout ça a mobilisé toute une communauté sans qu'on ait nécessairement à être tous en même temps au même endroit. Et là, je pourrais continuer, mais la résilience communautaire, ça implique, comme je disais, de l'innovation, de la créativité, puis je vous dirais qu'elle a été fortement sollicitée dans la dernière année parce que avec l'évolution du contexte, oui, il fallait innover en raison des barrières de plus, mais c'est possible. Merci. On a d'autres questions, en fait, qui
qui concerne les inégalités sociales, comment prendre compte des inégalités sociales quand il est question de sentiment de cohérence. Par exemple, dans les villes, c'est plus individualiste peut-être que dans des régions plus éloignées. Donc, comment est-ce que ça peut être pris en compte pour ne pas exacerber des inégalités sociales? Bien, en fait, c'est tout le point est là. Tu sais, le sentiment de cohérence, c'est sûr que d'un point de vue individuel, on peut penser que les personnes qui seraient exposées à certains trucs auraient peut-être plus de facilité à aller chercher la bonne information puis appliquer ces trucs-là pour les gens qui ont une plus grande littératie en santé ou une meilleure accessibilité là, aux différents outils qu'on peut trouver en ligne. Ça, je vous l'accorde, mais justement, l'approche du réseau des éclaireurs, qui va être partout au Québec, qui est largement inspiré de l'approche de lac mégantic. Donc, ça peut s'appliquer autant en milieu urbain que rural. C'est justement de ne pas être dans une logique quantitative de nombre de gens qui ont été rejoints, mais plutôt qualitative. Donc, qui on va aller rejoindre. Donc, vous comprenez que si je fais, par exemple, l'exemple de lac mégantic, il y a certaines personnes que, tu sais, je vais caricaturer, mais homme d'âge moyen, tu sais, qui classiquement ne va pas nécessairement aller consulter, qui fait pas de brouhaha, il est assez isolé, puis personne ne le voit, il dérange personne, mais il n'est pas nécessairement bien. Mais on sait que cette personne est isolée, bien, c'est carrément d'inviter la personne à venir s'impliquer en fonction de ses forces et ses atouts à cette personne-là. Dire, nous, j'ai un exemple à Mégantic, une personne qui maniait bien la caméra, qui est un vidéaste, bon, puis qui s'était beaucoup isolé depuis la tragédie. Puis, tranquillement, on l'a incité à venir s'impliquer dans un projet où on avait besoin d'un vidéaste. Au début, il ne voulait pas trop. Puis finalement, il a fait ah, OK. Puis finalement, il a trippé. Il a vraiment aimé ça. Ça lui a fait du bien. Puis aujourd'hui, il m'a autorisé de dire son nom, mais Frank, non seulement il est rétabli, il est impliqué, il a retrouvé son emploi, il a retrouvé l'amour, il est impliqué comme citoyen comme jamais. Mais en temps de pandémie, c'était le premier à être au balcon des personnes en CHSLD ou résidence personnes âgées, à leur chanter des chansons pour leur faire du bien, à animer certains événements qui étaient peut-être moins festifs étant donné là, la distanciation. Donc, il y a vraiment plein d'exemples comme ça où on peut impliquer les gens et on doit impliquer les gens qui, classiquement, sont peut-être pas les premiers à lever la main ou à reconnaître même qu'ils ont besoin d'aide. Pour reprendre un peu la théorie là, de la salutogenèse, tu as donné des actifs de santé à ces gens-là, puis ces gens-là s'en sont servis comme ressources de résistance générale. Ouais. Je ne l'aurais pas aussi bien dit, mais exactement. Mais c'est ça, c'est souvent les gens ont les ressources en dedans d'eux. C'est juste qu'il faut les inviter à prendre ce petit pas de recul-là, reconnaître les ressources en dedans d'eux et autour d'eux aussi, et bien les mobiliser. Donc, c'est étonnant comment chaque être humain a plein de belles ressources. C'est juste que des fois, il y a un petit brouillard autour de ça. Puis le sentiment de cohérence, puis notre approche vise à enlever un peu ce brouillard-là, puis les aider à les identifier, puis les mobiliser davantage. Merci. On a aussi des commentaires qui sont, je pense que ce serait pertinent de refaire le pont, en fait, entre la pandémie, lac mégantic, les changements climatiques, comment tout ça, comment ça se rejoint au niveau du sentiment de cohérence. Là, on nous demande de faire le lien entre ça. Donc, est-ce que c'est possible de reclarifier ce bout-là? Oui, ben vas-y si tu veux. Ouais, ben, je veux juste une petite introduction, puis je vais te passer à la POC. Moi, j'en fais de plus en plus là, du rétablissement psychosocial en contexte d'urgence sanitaire, tu sais, avec Mélissa, avec d'autres collègues. Ce que je constate, c'est que la réponse de santé publique, elle est très, très protection, prévention, puis c'est correct parce que, je veux dire, il faut protéger quand des événements comme ça arrivent, quand il y a des agresseurs qui touchent la santé. Ensuite de ça, il faut prévenir là, les maladies. Mais une phase de rétablissement psychosocial à long terme, c'est souvent ça qui est oublié, finalement, dans les mesures d'urgence. Puis je pense que moi, l'espèce là, de ligne que je vois entre les différents contextes d'urgence sanitaire, c'est il faut réfléchir à une réponse de promotion de la santé aussi dans ça. Et puis là, je vais laisser Mélissa élaborer. Bien, en fait, la courbe que je vous ai présentée d'entrée de jeu, c'est comme je dis, c'est une courbe que moi j'utilisais pour bien comprendre la tragédie ferroviaire de lac mégantic et ensuite que j'ai réutilisée à la suite de certains événements comme les feux de Fort McMurray à Fort McMurray et les inondations printanières qui sont survenues en 2017-2019 au Québec. Puis ensuite, on a été invité à aller donner un petit coup de main à Londres là, suite à des attentats terroristes ou à
une tour, la Grenfell Tower, qui a pris en feu, qui a été vraiment une catastrophe humaine aussi. Puis finalement, tous les événements que je vous ai dit sont tellement différents les uns des autres. Certains sont dans des grandes villes comme Londres, d'autres, c'est tout différent. Mais au bout du compte, le type de réaction émotionnelle va être étrangement très similaire d'une catastrophe à l'autre. Je n'ai pas trop voulu m'étendre là-dessus. J'aurais pu donner une conférence d'1 heure là-dessus, mais la démonstration, elle est là en termes d'ampleur de réponse d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique. Donc, le pourcentage de gens qui sont touchés, ça se ressemble beaucoup d'une catastrophe à l'autre. Les stresseurs qui ont mené à ces réponses-là se ressemblent beaucoup. Ça va être beaucoup les pertes financières, les pertes humaines ou la peur pour sa propre sécurité ou sa santé. Ça va être la perte de repères, ça va être la perte de sens, ça va être le stress aigu, l'incertitude. C'est tout ce que je viens de dire. J'aurais pu vous dire que c'est la pandémie, mais c'est exactement ce que les gens à Mégantic et à Fort McMurray ont vécu aussi, vous comprenez? Donc, moi, j'avais pas, c'est bien évident, personne n'avait prémédité une pandémie, mais pourtant, ce réseau d'éclaireurs-là, là, je pourrais même vous sortir des citations, je le prônais déjà avant la pandémie. Je me disais, cette équipe-là de proximité qu'on a mis en place à Lac-Mégantic, ça vient renforcer, oui, le sentiment de cohérence, la résilience communautaire et idéalement, on le met avant une catastrophe. Donc, ce tissu-là social, ces atouts-là, la connexion entre les forces vives d'une communauté, c'est beaucoup plus aidant si c'est mis en place avant une catastrophe que pendant ou après. C'est toujours temps de le faire après, mais avant, c'est bien mieux. Donc, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte d'aléas météorologiques qui sont appelés à arriver de façon plus intense, plus fréquente, pour moi, c'était déjà une évidence que toutes les communautés devraient se payer le luxe, si on peut vraiment dire que c'est un luxe, d'avoir au moins une équipe minimale de gens qui sont dédiés à essayer de renforcer ce tissu social-là en prévision des différentes formes d'adversité auxquelles on peut être exposé. Puis là, avec la pandémie, ben, j'ai trouvé une bonne écoute, disons. Merci. Justement, en lien avec le réseau d'éclaireurs, il y a quelqu'un qui se dit inquiète par rapport aux personnes qui résistent aux mesures de santé publique, mais qui pourtant ne sont pas probablement en détresse. Comment est-ce que vous pensez que le réseau d'éclaireurs pourrait atteindre ces populations? Mais comme je dis, moi, ma référence, c'est beaucoup Mégantic, parce que quand je vous parle d'un tissu social déjà renforcé, ben, à Mégantic, c'est le cas. L'équipe était déjà fonctionnelle avant la pandémie. On fait face exactement à ce genre de truc-là. Là, c'est dommage, je m'inquiète un petit peu aujourd'hui, mais vous voyez, nous, l'équipe s'est toujours mis dans une posture comme ça et j'ose croire que ça va être la même chose pour le réseau des éclaireurs, une posture neutre, une posture bienveillante. Donc, l'idée, mon équipe de Mégantic m'a toujours dit, Mélissa, je ne viendrai pas passer tes messages de santé publique. Parce que moi, je me retrouve à être un peu en porte-à-faux. Je suis un médecin de santé publique, mais aussi, je fais la promotion de la santé mentale, mais la lutte au virus aussi. Et des fois, on a des messages de, mon Dieu, les gens ne portent pas le masque, les gens ne respectent pas les mesures et c'est pour ça qu'on a une hausse de cas dans certains territoires. Mais mon équipe, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne et je les salue aujourd'hui de nous remettre à l'ordre. C'est dire qu'il faut être dans un esprit de bienveillance, d'écoute, d'empathie, de solidarité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous permettre d'être assis à la même table virtuelle que des partenaires clés de la communauté, leur laisser la parole pour qu'ils puissent eux-mêmes justement organiser leurs pensées, essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une hausse de cas, et après ça, ensemble, essayer de trouver une solution. Donc, encore une fois, des principes d'empowerment pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce que ça vous parle? Vous, trouvez-vous que c'est un problème? La plupart des gens vont dire oui parce que à cause des éclosions, les écoles ferment, les milieux de travail ferment. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qui manque? Et c'est comme ça, ensemble, que collectivement, on va rehausser notre cohérence puis notre capacité d'action. Donc, c'est vraiment d'être des médiateurs et de rester neutre et bienveillant et faire confiance à l'humain, je vous dirais, là, parce que fondamentalement, pas mal tout le monde est de bonne foi. C'est juste que tout dépendant à quoi on a été exposé comme source d'information, on peut en arriver à différentes conclusions des experts de santé publique, par exemple. Mais on a le temps pour une dernière petite question. En fait, comment est-ce que vous pensez que des réseaux comme le REFIPS ou l'UPES peuvent contribuer justement dans ce dossier-là? Mathieu, tantôt, tu as parlé beaucoup d'art et culture. C'est un exemple parmi d'autres, mais là, je trouve que c'est un bel exemple. Il existe plein de niches d'intervention qui sont sous-exploitées en ce moment. Art et santé, les liens sont tellement forts, tellement évidents, mais tellement sous-exploités. Il n'y en a pas de grand plan d'action sur
comment mettre davantage l'art au bénéfice du bien-être de la collectivité. Et pourtant, en temps de pandémie, ça m'apparaît encore plus évident. Donc, est-ce qu'il y a des niches comme ça qui sont un peu orphelines? Ben, pas orphelines, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, mais en termes d'organisation de santé, on pourrait, entre autres, jouer un rôle dans ce domaine-là. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Moi, c'est pas les idées qui manquent, là. C'est peut-être plus les ressources pour être capable de donner suite à nos nombreuses idées. Voilà, ben écoutez, ça fuse, il y a beaucoup de commentaires, là, il y en a beaucoup, donc voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super pertinent, on a beaucoup de merci, donc voilà, on va s'assurer de partager tout le matériel pour que vous puissiez faire votre bout de chemin avec aussi, puis c'est tout. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Ben, vas-y, Mathieu, j'ai parlé tout le long. Je te laisse la parole. Moi, je trouve ça génial qu'on mette de l'avant un concept là, plus positif dans le domaine de la santé. J'aurais tendance à essayer de lancer ça là, à la communauté, même en promotion de la santé. Souvent, on essaie de faire de la promotion de la santé, puis on se trouve à penser en termes de maladie. Puis, je vous dirais que faire de la promotion de la santé, ce n'est pas nécessairement le contraire de la prévention des maladies. Fait que gardez ça toujours à l'esprit, puis de réfléchir en termes positifs. Je pense qu'on va être capable là, de fournir une partie de la réponse vers une société meilleure. C'est tout. Mais, merci. Même dans nos actions de protection, des fois, je me rends compte qu'on veut faire des outils d'information à la population sur quoi pas faire. Puis je me dis, ben, pourquoi on ne met pas l'accent sur ce qu'ils peuvent faire à la place? Pourquoi on ne met pas l'accent sur les belles possibilités, les choses qui restent disponibles, les parcs, les espaces verts? C'est de vraiment, comme Mathieu dit, de changer un peu notre façon, notre esprit, qu'on le veuille ou non. On vient beaucoup des sciences cliniques, des sciences médicales où on nous a invités à diagnostiquer des maladies, à trouver des facteurs de risque, à trouver la cause des problèmes. Je pense que le message était clair aujourd'hui. Ce qu'on nous invite à faire, c'est à mettre l'accent beaucoup plus sur ce qui peut aider les gens à aller encore mieux et créer de la santé. Merci. Puis merci à l'UIPES et à toute l'équipe qui ont contribué à organiser le webinaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.